Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mythes et légendes qui est au final la première vidéo qui n'est pas sur la chronologie du Seigneur des Anneaux. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaitais vous faire ouvrir les portes d'un nouvel univers, celui de Dishonored. Alors de base je voulais vous parler de l'univers de Dishonored, donc du pays, pour pouvoir vous faire un petit contexte historique, que vous compreniez bien les enjeux, la géographie, que vous ayez en fait un contexte pour les autres vidéos, un peu comme je fais en fait dans tous les univers que vous découvrez, comme par exemple BioShock, c'est ce que j'ai fait également en parlant d'abord de Rapture avant de rentrer dans le détail. Mais pour le coup, cet univers il est très dense, celui de Dishonored. Il y a l'histoire de l'Empire des îles, donc qui est le nom de cette vidéo, l'histoire de l'Empire des îles. Mais je souhaitais en fait vous parler donc de cet empire, des îles qui la composent, de l'histoire, comment il a été composé, quelles sont les personnes qui ont régné sur cet empire. Mais je voulais aussi vous parler des villes importantes dans lesquelles se passent les jeux, parce que je vais sûrement y revenir plus tard pour d'autres vidéos. Mais en fait, la vidéo, je pense, je connais pas encore la durée actuelle, enfin au moment où je tourne, mais je pense que la vidéo était suffisamment longue en parlant uniquement d'abord de l'Empire ainsi que des îles qui la composent, et vous parler dans un deuxième temps ensuite des villes dans une deuxième vidéo, donc cette vidéo elle sera un petit peu séparée en deux. J'avais fait un sondage sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je mets souvent des sondages, je vous demande souvent des propositions pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre, et j'avais fait un sondage sur Twitter, et les personnes, en tout cas vous, vu que c'est vous qui avez voté pour la plupart, vous avez préféré en deux vidéos, donc cette vidéo c'est la première sur deux. Et donc dans celle-là, je vais parler donc de l'Empire des îles, de l'histoire de comment il a été créé, cet empire, des îles qui composent, parce qu'il y a 4 îles, donc je vais parler indépendamment des 4 îles, et un petit peu de l'histoire de ces 4 îles. Donc c'est globalement le propos de cette vidéo. L'Empire des îles, c'est un empire qui apparaît juste après la guerre des 4 couronnes qui oppose les 4 îles Gristol, Morlaix, Serkonos ainsi que Tivia. Et en l'an 625, Gristol gagne en fait la bataille et les 4 îles sont assemblées en un seul empire qui sera donc appelé l'Empire des îles. Mongangar Ier fut couronné empereur en l'an 1626 et le parlement fut créé la même année à Gristol dans la ville de Dunwall. Mongangar Ier fut empereur pendant environ 43 ans, et suite à sa mort en l'an 1678, Urien Mongangar monte sur le trône. Un peu avant l'an 1700, l'abbaye du Quidam, fondée par Benjamin Holger, augmente son influence auprès du peuple ainsi qu'auprès des proches de l'empereur. Cette abbaye pense que le monde est gouverné par des forces obscures dont l'Outsider, un être surnaturel, serait le plus fort d'entre eux. En l'an 1701, le successeur de Holger, John Clavering, fonde la première abbaye dans la capitale de Dunwall. Un petit peu plus tard, en l'an 1705, cette même personne lancera la purge face aux adorateurs de l'Outsider ayant pour but de tous les exterminer. La même année, Yefi Molaskir est couronné empereur et un petit peu plus tard, en l'an 1708, la fin de la construction de l'abbaye à Dunwall marque également la fin de la purge. De nombreux adorateurs de l'Outsider ont été tués et un petit peu plus tard, l'abbaye du Quidam est également nommée religion d'État dans l'Empire des îles. En l'an 1801, des insurrections commencent sur l'île de Morlaix et une guerre civile se lance alors. Les batailles sont largement navales entre Gristol et Morlaix, mais le manque d'organisation de la part de l'île capitale entraîne l'assassinat de l'impératrice Larissa Olaskir de la part des rebelles de Morlaix. De par l'urgence de la situation, un régent est nommé par le Parlement pour faire face à la crise. Un peu plus tard, en l'an 1802, la guerre se termine par la victoire de Gristol, dont les forces de feu étaient écrasantes. Le régent reste en pouvoir encore un petit peu de temps jusqu'en 1803, où Eorn Kaldwin Ier est nommé empereur. Un peu plus tard, la famine se déclenche à Morlaix et le peuple en souffre fortement. Eorn concentra la majorité des années de son règne à améliorer l'empire et à industrialiser la ville de Dunwall. Il fit construire des égouts pour rendre plus propre la ville, mais fit également construire des ponts, dont le pont Kaldwin. En l'an 1809, la grande horloge de Dunwall fut également érigée, et enfin, la plus grande avancée connue de son époque fut la découverte du savant Esmond Rosenborough de l'huile de baleine pour alimenter toutes les infrastructures électriques en l'an 1820.
En l'an 1822, un scientifique très prometteur du nom d'Anton Sokolov fut nommé physicien royal ainsi que directeur de l'Académie naturelle de philosophie, ce qui lui permit d'améliorer ses technologies et d'assurer un essor énorme en termes d'économie et d'industrialisation. En l'an 1825, l'empereur meurt et se voit succéder au trône par sa fille Jessamine Kaldwin Ier, dont le règne sera parcouru par des intrigues de cour et des conflits mineurs. En l'an 1830, Hiram Boro est nommé en tant qu'espion royal et développe de nouvelles technologies permettant de contrôler les foules, mais aussi les criminels. Cependant, Boro souhaitait éradiquer complètement les populations pauvres de la ville de Donwall, et pour ce faire, il y envoya des rats contaminés par la peste. En l'an 1835, la peste frappa durement Donwall et se répandit dans tous les quartiers de la ville, menant à l'abandon de certaines zones. Les gangs se développèrent et les guerres civiles commencèrent également à cette période-là. Sokolov, de son côté, tentait de trouver un remède à cette peste dont les cas ne faisaient qu'augmenter, mais ces remèdes coûtaient trop cher pour la majorité de la population qui ne pouvait donc se guérir. L'impératrice, désespérée, se résout à demander de l'aide aux autres îles et y envoya son protecteur royal, Corvo Attano. Boro profita de cette opportunité pour organiser l'assassinat de Jessamine ainsi que l'enlèvement de sa fille, Emily Kaldwin. Avec la complicité d'autres nobles de Donwall ainsi que de l'assassin Dowd, l'impératrice fut assassinée en l'an 1837 devant les yeux de Corvo qui ne put rien faire pour empêcher l'enlèvement de la petite fille. Corvo se retrouva évidemment être le coupable tout trouvé ainsi qu'un excellent bouc émissaire, et il fut donc enfermé dans les souterrains de la ville et torturé afin qu'il confesse les crimes qu'il n'avait pas faits. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. En parallèle de ça, Boro en profita pour se faire élire régent de la ville. Boro profita de sa montée en puissance pour mettre en place des mesures afin de réguler les populations et essayer de contenir la peste. En parallèle de ça, les massacres à cause de l'abbaye du Quidam reprirent sous le commandement de Campbell. Cependant, dans l'ombre se préparait encore un autre complot organisé par les fidèles de la lignée Kaldwin qui souhaitaient voir Emily monter sur le trône. Ils organisèrent l'évasion de Corvo qui fut chargé de retrouver Emily ainsi que de tuer toutes les personnes responsables de la mort de l'impératrice. Après avoir fait tout ce qui lui avait été demandé, Corvo fut trahi par ceux qui l'avaient libéré. Bien heureusement, le héros retrouva les hommes qui l'avaient trahi, ainsi qu'Emily qui fut sauvée. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Corvo était en réalité le père de la jeune Emily. Cette dernière fut couronnée en l'an 1837 et la peste prit fin peu de temps après grâce aux remèdes d'Anton Sokolov et Piero Joplin. Emily Kaldwin régna donc sur l'Empire avec l'aide de son père, Corvo Attano, devenu le protecteur royal, mais aussi l'espion royal. Emily permit à l'Empire d'ouvrir ses portes au commerce, mais mena également une politique allant plutôt à l'encontre des nobles, qui causa leur énervement. Aux alentours de l'an 1852, Emily se voyait être souvent au centre des critiques, mais ces mêmes personnes qui osaient la critiquer se retrouvaient être mystérieusement assassinées par le tueur de la couronne, augmentant la haine face à l'impératrice car les nobles pensaient qu'elle ou Corvo étaient responsables. En l'an 1852, à la date d'anniversaire de la mort de Jessamine, arriva une femme du nom de Delilah qui réclama le trône, disant qu'elle était la réelle héritière. Elle enferma Emily dans un cristal et Corvo réussit tout juste à lui échapper, déterminé à tout faire pour sauver sa fille. Le règne de Delilah rima cependant largement avec violence et tension, soutenu par l'île de Serkonos ainsi que son duc. L'île de Tivia ainsi que de Morlaix, cependant, se montraient fortement sceptiques à l'arrivée de cette nouvelle impératrice dont ils ne savaient rien. Corvo se rendit alors à Serkonos pour pouvoir tirer au clair l'histoire de Delilah et mit hors d'état de nuire ses complices. Il finit par revenir à Donwall et affronter Delilah, réussissant à la tuer et à libérer sa fille Emily. Je tiens cependant à préciser quand même que cette fin dépend largement des choix du joueur, car il existe, il me semble, 4 fins possibles. Par exemple, on peut tuer Delilah et décider de prendre le trône en étant Corvo, et donc ne pas sauver Emily. Mais il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est qu'au début du jeu, on a la possibilité de choisir si on joue Corvo ou Emily. Donc, en fait, au final, il y a, on va dire, 4
fins possibles, enfin 4 fins possibles par personnage. Donc en fait on peut tuer Delilah, mais il est possible de faire le choix de ne pas la tuer. Il est possible de faire le choix de la tuer et de sauver Emily ou du coup Corvo, la personne qui est enfermée. Ou il est possible également de ne pas la sauver, de prendre le trône. Enfin il y a pas mal de fins possibles, donc j'ai décidé de vous parler de la fin où Corvo tue Delilah et sauve Emily parce que c'est celle que j'ai eue personnellement dans ma partie et c'est celle qui me plaît le plus, donc bah voilà. L'objectif numéro 1 après la fin du règne de Delilah fut de reconstruire Dunwall qui avait été fortement affecté par ces événements. Un peu plus tard, de nouveaux éléments chaotiques arrivèrent par la personne de Luella Price qui dirigeait un gang qui détruisait fréquemment Dunwall. Emily décida cependant après sa capture de le juger en cour de manière totalement juste et de le condamner sans avoir à l'exécuter, ce qui fit augmenter son quota sympathie auprès du peuple qui trouva sa décision en fait fortement juste et admirable. En l'an 1853, des ruptures du vide, c'est-à-dire des ruptures cosmiques entre les mondes, causées par l'Outsider et Delilah, se répandirent partout dans l'Empire. Les ruptures cosmiques, j'en parlerai plus dans une autre vidéo qui parlera de l'aspect un petit peu mystique de l'univers de Dishonored, ainsi que de l'Outsider, mais je vais pas m'étaler dans cette vidéo parce que c'est beaucoup trop complexe. Ces ruptures du vide qui apparaissaient dans tout l'Empire causèrent auprès de la population de nombreux dégâts, comme par exemple l'instabilité ou la folie. L'abbaye du Quidam, face à ces événements, dont ils étaient évidemment, vous le savez, face à l'Outsider complètement opposés, commencèrent à mettre en place des rituels un petit peu obscurs, ce qui inquiéta complètement l'Empire qui décida de dissoudre complètement l'abbaye du Quidam. À peu près à ce moment-là que s'arrête l'histoire que l'on connaît par rapport aux jeux, aux livres ainsi que aux comics, si je me trompe pas il y a eu des comics. Donc à partir de maintenant je vais vous parler un petit peu individuellement des 4 îles qui existent, donc Gristol, Serkonos, Tivia ainsi que Morley, vous raconter un petit peu leur histoire indépendante. Si j'en ai déjà parlé dans la partie précédente, je le réaborderai un petit peu plus en détail, ainsi que leurs coutumes et comment elles fonctionnent, parce que je trouve ça vraiment intéressant de se plonger un petit peu là-dedans. Gristol est la plus grande île de l'Empire, mais également celle qui est au centre des autres îles géographiquement parlant. C'est aussi sur cette île que se trouve le centre impérial du royaume, mais également la capitale Dunwall, et là où habite plus de la moitié de la population de l'Empire des îles. Par rapport à son industrie, il s'agit d'une île dont l'économie repose essentiellement sur la production d'huile de baleine. L'île a connu une avancée industrielle très importante grâce aux découvertes scientifiques de Edmond Rosenborough, mais également d'Anton Sokolov. Gristol obtint par la suite le nom de cœur de l'industrialisation et de nombreuses grandes entreprises sont basées sur cette île. Bien que cette île comporte les villes les plus peuplées de l'Empire, dès qu'on sort de l'enceinte de ces villes, on se retrouve dans un milieu qui est très rural avec beaucoup de forêts et de collines. Le sol de cette île de Gristol est également très riche en matériaux comme l'argent et l'or, ce qui rend l'exploitation minière très importante sur cette île. D'un point de vue culturel, les Gristoliens mangent surtout du poisson ainsi que du mouton et sont réputés comme étant des personnes extrêmement joviales. Cependant, sur cette île, une chose que l'on ne voit pas forcément au début, c'est la séparation extrêmement marquée entre les classes, qui a été largement amplifiée par l'arrivée de la peste. Cependant, il n'y a pas que par rapport aux classes sociales qu'il y a des différences très marquées. En effet, il y a des différences d'un point de vue égalité des sexes, il y a également des différences par rapport à l'orientation sexuelle, mais également la place de la religion. En effet, les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'avoir accès aux mêmes postes, ça vaut surtout pour les femmes qui sont interdites d'exercer certains métiers, et l'homosexualité est extrêmement taboue. Par ailleurs, la religion a une place très importante à Gristol et peut parfois s'immiscer dans les décisions très importantes de l'État, ainsi que sur d'autres aspects. Morley est la ville qui est au nord-est de l'Empire et qui est dirigée par un roi. Avant l'intégration de cette île à l'Empire, cette île avait déjà connu de nombreuses guerres civiles qui avaient causé la mort de nombreux habitants pour quelques ressources et quelques pouvoirs. La légende raconte que 2 sorcières sortirent des tas de cadavres accumulés dans un coin et arrêtèrent les batailles d'un claquement de doigts. Elles désignèrent ensuite un homme et une femme qui devinrent les rois et reines de l'île de Morley et qui amenèrent la paix. L'île de Morley fut assimilée à l'Empire suite à la guerre des 4 couronnes, comme nous avons vu un petit peu plus tôt. Cependant, en l'an 1801, les habitants de Morley décidèrent de se révolter et de prendre les armes par rapport au traitement que Gristol infligeait à l'île. Les habitants de Morley se sentaient en effet exploités par Gristol et y prirent donc les armes pour se battre dans des guerres qui furent largement navales. Cependant, la guerre se termina par la victoire de Gristol et en l'an 1803, la famine s'installa à Morley.
Cela eut pour conséquence de faire fuir largement les habitants de l'île vers Serkonos qui s'installèrent dans la ville de Karnaca. L'île est largement réputée d'un point de vue culturel pour sa gastronomie, notamment à base de viande et beaucoup de vin. Il existe également une fête nationale sur l'île qui est le festival de Shurners. L'île peut également se vanter d'avoir dans ses rangs de nombreux poètes, musiciens ainsi que philosophes qui peuvent être trouvés même dans les rangs les plus pauvres du peuple. Il y a également là-bas un sentiment d'indépendance et de fierté nationale extrêmement fort qui pourrait expliquer l'insurrection qui a eu lieu, et les habitants ont surtout comme physique le fait d'être très grands, blonds et très forts. Serkonos est l'île qui est le plus au sud géographiquement, mais également l'île qui a rejoint le plus vite l'Empire des îles durant les guerres des 4 couronnes. L'île était auparavant gouvernée par un roi qui fut évincé par le duché d'Aventa en l'an 1600 durant la bataille des 4 couronnes. Après l'annexion de l'île par l'Empire, les ducs et duchesses d'Aventa prirent la place du roi à la gouvernance de l'île. En l'an 1837, Serkonos est dirigé par le duc Théodanis Abel, qui avait réussi à rallier l'est et l'ouest de l'île. Cette île est également connue comme étant une zone souvent visée par les pirates, dont les bateaux sont souvent pillés. Ces pirates visaient en général les bateaux de transport d'huile de baleine qui avaient une valeur importante à l'époque. D'un point de vue culturel, l'île est surtout connue pour sa gastronomie qui est largement à base d'épices ainsi que de poissons, l'île vivant largement de pêche. En parallèle de ça, la danse y est largement réputée, les habitants de Serkonos vivant et profitant beaucoup de cette discipline, et la mode est également très importante au point que Gristol et les habitants nobles de la capitale copient le style vestimentaire des habitants de Serkonos. De plus, Serkonos est une destination de vacances importante de par la qualité du climat et de ses plages. L'île est également reconnue pour ses vertus en guérison médicale et l'élite de Gristol aime à se rendre à Karnaca, qui est également réputée pour avoir un hôpital psychiatrique et médicinal à côté. Tivia est l'île la plus au nord de l'Empire et est gouvernée par un tribunal presque militaire appelé les Hauts Juges. De par le soutien qu'avait apporté Tivia à Gristol très tôt durant les conquêtes, l'île a été autorisée à avoir une autonomie largement supérieure aux autres îles. Tivia est gouvernée depuis Dabokva, dans laquelle siège un conseil de 16 personnes, 11 hommes ainsi que 5 femmes, appelé le Présidium. Ce conseil obéit aux ordres des hauts juges, mais il est élu cependant démocratiquement, bien qu'il n'existe qu'un seul parti politique. Le Conseil semble avoir une petite marge de manœuvre quant au fait de prendre des décisions, mais les ordres finaux viennent toujours des hauts juges qui ont le dernier mot. En plus de ça, les lois tiviennes empêchent les habitants de se soulever les uns face aux autres et permettent d'encadrer les populations, et pour faire appliquer ces ordres, en fait, il existe une police très spéciale appelée les opérateurs. Ces derniers avaient leur identité cachée derrière un masque et ils avaient la possibilité de faire disparaître n'importe qui sans laisser de traces. D'un point de vue culturel, bien que le climat de l'île soit extrêmement froid et hostile, les habitants sont réputés pour leur nourriture à base de viande de baleine, souvent accompagnée de vin. L'architecture tivienne ainsi que son art sont reconnus dans tout l'Empire pour leur qualité incroyable, et le sol de l'île est aussi gorgé de minerais précieux. Tivia est également extrêmement connue pour la prison qui se trouve sur ses terres. Les prisonniers sont enfermés dans des camps sans murs et ils ont également la possibilité de s'enfuir s'ils le souhaitent. Cependant, c'est là que se trouve le piège. Le climat extérieur est si dur et éloigné de toute civilisation que l'homme est sûr de ne pas s'en sortir, et à ce jour, personne n'a jamais réussi à s'échapper de la prison sans mourir. Les gardes ont donc pour unique fonction de préserver l'ordre dans la prison et de punir les prisonniers qui n'accomplissent pas leurs tâches. Ces gardes portent d'ailleurs des uniformes très chauds pour résister au climat ardu. La taille et l'emplacement des camps varient également en fonction de l'activité qui est proposée dans le camp. Par ailleurs, plus le crime de la personne est grave, plus il sera envoyé dans un camp où l'activité, le climat et toutes les conditions de vie sont évidemment plus dures. Donc comme vous l'avez remarqué, en fait, l'Empire des îles est un empire qui a été composé de manière assez autour de la guerre en fait, qui a été composé donc de ces 4 îles qui ont chacune leurs particularités, leurs mœurs, leur culture, et qui ont également un peu leur système de gouvernance indépendant. Donc en fait ça pourrait presque s'apparenter à des états presque indépendants, mais il est important de le compter dans un lot car au final c'est vraiment Gristol avec la cité de Donwall et les empereurs et les impératrices qui ont le dernier mot sur ces îles.
Merci à tous d'avoir regardé cette toute première vidéo sur l'univers de Dishonored, qui est un univers qui me tient vraiment à cœur parce que j'avais vraiment adoré les jeux. J'adore tout l'univers qui est autour, dégoulinant et sale comme ça. Plus, bon, le gameplay qui est vraiment cool. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné en fait. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions par rapport à d'autres univers dont vous souhaitez que je parle dans les bestiaires fantastiques ou les mythes et légendes. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.